Nicolas Richard, bonjour. Bonjour Quentin. Confiez-moi comme ça à brûle pour point une erreur de jeunesse professionnelle que vous avez pu commettre. Vous avez carte blanche. Elle aurait pu être fatale, hein. C'était à la sortie de mes études de vouloir rester dans la voie dite royale. Et j'ai eu de la chance, elle a été corrigée à l'insu de mon plein gré, puisque je me suis retrouvé en fait à débuter ma carrière au Brésil, dans un environnement que je n'avais pas du tout planifié. Et ça, c'était bienfaiteur. C'était bienfaiteur parce que ça m'a ouvert à d'autres façons de travailler, à d'autres cultures managériales, et ça a été très fondateur dans la suite de ma carrière. Et ça a ouvert vos chakras, si on peut citer une expression à la mode. Mais beaucoup sur l'entreprise et son intérieur, ce qui pour un consultant n'est pas inintéressant, et puis sur la place de l'humain dans l'entreprise. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de voix Nicolas Richard, qui a vécu au Brésil alors que ce n'était pas prévu, qui comme tout le monde a fait des erreurs de jeunesse qui ne l'a pas empêché de progresser et d'être aujourd'hui associé et membre du COMEX de KPMG France. Vous êtes ce qu'on appelle un collaborateur boomerang, Nicolas Richard, puisque vous êtes parti, puis revenu, puis parti, puis encore revenu, avant de rester chez KPMG France. Vous y êtes depuis 2011. Est-ce que le salarié boomerang, c'est à la mode aujourd'hui? Est-ce que vous considérez que vous êtes un profil à la mode, finalement? Alors à la mode, j'aimerais qu'il le soit encore plus, parce que ce sont des parcours effectivement intéressants pour notre entreprise et puis pour les collaborateurs en particulier. Acquisition d'expérience, regard sur le monde de l'entreprise diversifié, donc il y a une vraie richesse à cela. Il y en a de plus en plus sur le plan numéraire. Sur le plan du contenu, ça a toujours autant d'apports de richesse, ça reste trop marginal encore. Parce qu'un collaborateur boomerang, il s'en va, il apprend, il revient encore meilleur, finalement. Donc, dans une certaine mesure, plus il s'en va, plus il revient, plus il est meilleur, si on suit cette logique. Oui, écoutez, c'est une bonne logique et il revient meilleur sur deux dimensions. Il a appris des choses nouvelles dans un environnement différent et le regard qu'il porte sur sa propre entreprise en la rejoignant est également différent. Parce que c'est un choix. Quand on revient à la même, comme vous l'avez fait, dans une même structure, c'est que finalement, on apprécie ces structures, c'est qu'elles nous correspondent. On n'y reviendrait pas. Absolument. Et ce qu'on y apprécie, je pense, c'est la résonance qu'on peut avoir. On est en phase avec le lien social dans l'entreprise, avec ses valeurs et donc avec le collectif qui l'anime. Vous êtes notamment, Nicolas Richard, responsable au sein de KPMG de l'activité conseil. On le sait, c'est un vaste monde. La patte KPMG, votre patte à vous, peut-être, c'est quoi? La collaboration. C'est vraiment le différenciateur qu'on a souhaité positionner au cœur de notre stratégie, en partant du principe que beaucoup de sociétés de très bonne facture font du conseil aujourd'hui à Paris et ailleurs dans le monde, que la particularité qu'on peut avoir dans une entreprise comme KPMG, c'est une grande diversité de talents et de compétences, et que la façon d'exercer le conseil, c'est en créant les conditions de collaboration à ces gens qui ont des univers de compétences très différents. Il y a un terme qui revient énormément chez KPMG ou ailleurs, quand on parle de conseil, c'est le conseil responsable. Donc là encore, c'est un buzzword, on en parle beaucoup. Qu'on parle de conseil responsable aujourd'hui, ça voudrait dire que le conseil n'était pas responsable avant qu'on en parle. Expliquez-moi, pour moi, un consultant se doit d'être responsable. C'est l'essence de son métier. Il doit prodiguer de bons conseils. C'est juste, et a fortiori quand on l'exerce dans un Big Four, donc aux côtés du métier de l'audit, où le sens de la responsabilité, il est présent et il est permanent. Je crois que la réflexion portée sur le conseil responsable, c'est ce que l'on fait aux côtés des entreprises. On accompagne depuis toujours les phases de transformation des entreprises, qui ont porté le nom de transformation digitale, qui ont porté le nom d'adaptation à des vagues de réglementation nombreuses, et qui portent aujourd'hui le nom, alors on l'appelle ESG, on l'appelle RSE, on l'appelle qualité de l'impact de l'entreprise au cœur des territoires. Et nous, le conseil responsable, c'est l'éveil à ces sensibilités-là, et comment on accompagne ces entreprises, non pas uniquement sur des thématiques classiques et conventionnelles, de croissance, de profitabilité, de performance opérationnelle, mais qu'on les éveille à cette sensibilité que l'on pense aujourd'hui nécessaire à leur survie. Et l'éveil à cette sensibilité, dans certains cas, j'imagine, c'est une évidence, et dans d'autres cas, il s'agit de
faire un petit peu de pédagogie, peut-être. C'est ça aussi le métier de consultant, quand son client n'est pas assez avéré de certaines choses qui sont des évidences pour des concurrents, par exemple. Il s'agit pour vous de leur ouvrir les yeux le plus doucement du monde, j'imagine. Mais... Un petit peu ou beaucoup de pédagogie sur, je pense, 2 dimensions. La première, on voit quand même aujourd'hui en France beaucoup de dirigeants extrêmement bien sensibilisés à cette thématique. Le premier appui qu'on peut leur fournir, c'est comment aider à mettre en œuvre leurs convictions dans l'organisation. Et comment aider notamment les managements intermédiaires à se saisir de ces problématiques, à les rendre efficaces et pragmatiques sur le terrain. La deuxième niveau de sensibilisation, c'est derrière un élan positif et de bonnes aspirations, comment nous on amène des expertises extrêmement claires sur les sujets de la décarbonation, sur le sujet de la biodiversité, et qu'on est capable de faire descendre des intentions sur des projets extrêmement tangibles. Est-ce que le conseil responsable, ça veut aussi dire, Nicolas Richard, que une sélection de vos clients plus strict, c'est-à-dire que, par exemple, malgré vos bons conseils, malgré ce qu'on vient de dire, si le client s'obstine à rester campé sur des décisions, sur des projets, sur des idées qui ne sont pas, selon vous, donc le client, qui ne sont pas vos modes de réflexion, vous savez qu'il fait fausse route. Est-ce qu'on force la main ou alors est-ce qu'on s'en va, quoi ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, vis-à-vis du client, plus abrupte, quoi ? Une relation plus abrupte, plus cash. Mais c'est absolument nécessaire. Parce que si on n'a pas de cohérence aujourd'hui entre notre discours, ce que l'on pense être l'impact pour un secteur donné nécessaire, etc., on sera rappelé à l'ordre, peut-être par les parties prenantes externes, mais beaucoup plus rapidement encore par nos collaborateurs. Et aujourd'hui, comme hier, la base pour exercer notre métier, c'est d'avoir les bons collaborateurs. Donc les collaborateurs nous rattraperont et nous ramèneront de manière très cruelle et très rapide à la raison là-dessus. Donc oui, on doit être cohérent. On a beaucoup progressé là-dessus, parce qu'on est passé aussi de l'idée de la cohérence à la mise en pratique. Et la mise en pratique, c'est quoi ? C'est un comité interne qui ne pose plus uniquement la question que nous avons l'habitude d'avoir en matière de risk management, qui est « pouvons-nous travailler pour ce client ?» Et là, on va vérifier Infogreffe, on va vérifier des registres qui relèvent du juridique, du comptable, du fiscal. Devrions-nous travailler pour ce client ? Ça, c'est nouveau, ça. Enfin, ça, c'est nouveau. Ouais. Et ça, c'est nouveau. Donc, on l'a travaillé au niveau français, on l'a travaillé au niveau international, avec une méthodologie qui doit nous faire prendre un chemin, avec beaucoup d'humilité, je pense, aujourd'hui, un chemin, une ligne de crête presque, entre la simple analyse de risk management, qui est la première question du « pouvons-nous », à une analyse sur le devrions qui, pour autant, ne va pas aller chercher le terrain de la morale. Parce que le terrain de la morale, ce n'est pas celui de l'entreprise. Le devrions-nous, c'est quoi ça ? Ça relève de la marque employeur, de tas de choses, en fait. Éthique aussi. Absolument, c'est le sujet de l'éthique qui est au cœur de ça. L'éthique de l'entreprise, la cohérence avec ses valeurs et la cohérence affichée à ses parties prenantes. Et ça, vous diriez que c'est quelque chose qui, dans ce milieu du conseil, est de plus en plus en vogue, c'est-à-dire est partagé, c'est-à-dire beaucoup de boîtes de conseil se disent ce client, on ne devrait pas travailler pour lui, et donc il y aura certaines sociétés qui vont être laissées un petit peu de côté parce qu'elles sont moins éthiques que les autres ou ne veulent pas l'être. Moi, je le souhaite et j'aspire, et donc on a le souhait aussi d'être sur une posture de leader là-dessus, clairement. La question qui est évidente et qui est naturelle, c'est de dire est-ce qu'on peut se le permettre, et un dirigeant d'une société de conseil peut se dire est-ce que je peux aussi me le permettre financièrement. La réponse, c'est que la crainte de court terme, elle a une réponse sur la pérennité de l'entreprise qui est évidente. Oui, il faut se le permettre, sinon ce défaut de cohérence coûtera cher à l'entreprise. Nicolas Richard, dernier angle, il nous reste 3 minutes, 3 bonnes minutes, mais c'est un sujet sociétal très intéressant, donc je voulais qu'on y passe un peu de temps. Vous avez, pris la décision de quitter Paris pour vivre à Toulouse, bien avant que ce ne soit la mode de quitter Paris, c'est-à-dire qu'avec le confinement, la crise sanitaire qu'on connaît, je ne veux pas en faire des caisses, mais beaucoup de gens se sont dit il faut quitter Paris, il faut rejoindre la nature, etc. Vous avez pris cette décision bien avant. Aujourd'hui, si on prend le pouls de votre entreprise et des entreprises,
de manière générale. Est-ce que vous constatez en effet que les collaborateurs, peu importe leur génération, leur âge, leur vie de famille, s'installent un peu partout? Voilà. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une mode qui était un petit peu un écran de fumée, quoi? J'ai cru que vous vouliez parler de rugby en parlant de Toulouse, mais on va mettre ce sujet de côté. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler, malheureusement. Je crois qu'on a donné un message clair en sortant du Covid, et là vous avez raison, ce n'était pas ma motivation ou mon déclencheur, mais de dire vous nous avez, vous collaborateurs, frappés par votre sens des responsabilités. Dans un monde qui n'était plus du tout contraint et encadré, qui était celui que l'on avait précédemment, Ouais. vous avez travaillé, vous avez été en sens des responsabilités vis-à-vis de vos équipes et de vos clients. Allons au bout du geste et de la confiance. Ce que l'on attend de vous, c'est plus la même formulation qu'hier. Et du coup, sur un plan logistique, installez-vous, comme vous avez parfois été amené à le faire de manière contrainte dans le Covid, où vous voulez, à partir du moment où vous prenez des engagements en responsabilité vis-à-vis de vos équipes et de vos clients. Parce qu'il y a certaines obligations, j'imagine. C'est OK, faites ce que vous voulez, faites vos choix de vie géographiques, etc. Mais il y a quand même 4-5 points, peut-être plus, vous allez me dire, à respecter, très clair et factuel. Et les points clés, nous, on a voulu les définir comme étant les moments clés de l'entreprise et dans notre activité particulière. Le moment clé, c'est la relation fondatrice avec le client. Le moment clé, c'est la session de débriefing avec l'équipe. Le moment clé, etc. Vous avez compris. Donc le lien avec un client ne se passe pas en visio, il se passe en vrai. Le lien de travail, quand on a installé une mission et qu'il faut faire un point le vendredi après-midi, il se passe parfaitement en visio. Ouais. Et il se passe même mieux en visio, parce qu'on gagne du temps dans les transports, on a un moment qui est plus détendu, et dans un environnement qui, si c'est le vendredi, est proche de la sortie familiale du week-end. Donc celui-là, il fonctionne bien. Celui dans lequel on doit instaurer la confiance dans une première relation, lui, il ne marche pas en visio. Donc rendre du libre arbitre au collaborateur, lui donner les moyens de l'exercer, et attendre en retour une responsabilisation forte dans ses engagements et sa relation aux clients et aux équipes. Il nous reste 30 secondes, Nicolas Richard. Petite question pour terminer. Quand vous faites passer un entretien de recrutement, vous avez un candidat en face de vous, il y a un point auquel vous êtes particulièrement sensible quand vous l'écoutez, quand vous recevez quelqu'un, un détail qui attire votre attention de façon permanente? J'ai une machine qui laisse parler mon intuition, et mon intuition, elle me renseigne assez rapidement, avec de nombreuses années d'expérience auprès de KPMG, sur le plan humain. Est-ce que ça va coller dans notre écosystème? Tout le reste, on va le faire fonctionner. Sa motivation, sa formation, sa capacité d'apprentissage. Est-ce qu'il a l'engagement et les valeurs qu'on a besoin d'avoir dans notre entreprise? C'est très clair, c'est pragmatique, en même temps efficace. Merci infiniment, Nicolas Richard, d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Également, merci.